5 dirigeants mondiaux viennent donc de quitter le sommet du G7, pas à cause d'une politique commerciale, pas à cause de désaccords climatiques, pas à cause des dépenses militaires, de la manipulation monétaire ou de l'un de ces différents politiques qui définissent ces rencontres depuis 51 ans. Ils sont partis parce que le président des États-Unis a physiquement empêché le Premier ministre du Canada d'entrer dans une séance de travail sur la coordination économique mondiale, puis a dit en face aux autres dirigeants que le Canada n'était plus le bienvenu à la table et que tout pays qui s'y opposait était libre de partir. Drôle de façon de pratiquer la diplomatie, verrouiller la porte, puis appeler le silence du leadership. 5 d'entre eux l'ont pris au mot. Le président français s'est levé le premier. Il a reculé sa chaise, posé les 2 mains sur la table et dit quelque chose à la salle. Passa Trump à la salle. Cela a duré 11 secondes et contenait 30, et un mot qui sont maintenant décrits comme la phrase la plus lourde de conséquences dans la diplomatie multilatérale depuis la fondation de l'Organisation des Nations Unies. Parfois, la réponse la plus tranchante en politique n'est pas un discours, mais le bruit d'une chaise que l'on recule. La chancelière allemande s'est levée ensuite, sans un mot, suivie en quelques secondes par le Premier ministre japonais, puis par celui de l'Italie, puis par celui du Royaume-Uni, un par un, dans une séquence qui a duré 3 minutes et 40 secondes. Tous les dirigeants présents dans la salle, sauf Donald Trump, se sont levés de la table et se sont dirigés vers la porte. Le forum de leadership le plus exclusif de la planète, 7 dirigeants représentant plus de la moitié de la production économique mondiale, réunis sans interruption depuis 1975, ont vidé la salle en moins de 4 minutes. Pour une salle conçue pour projeter la puissance, elle s'est soudain révélée très efficace pour mesurer la solitude. Et les caméras, présentes parce qu'il s'agissait d'une séance de travail ouverte, ont capté chaque seconde. La photo qui en est sortie est publiée à la une de tous les grands journaux de la planète. Donald Trump assis seul à une table circulaire conçue pour 7. 6 chaises vides disposées autour de lui dans une géométrie pensée pour représenter l'égalité et qui représente maintenant l'isolement. 6 drapeaux dressés derrière 6 dirigeants absents, un seul homme restant. La table était encore ronde, mais la politique était devenue un miroir. Warren Buffett a dit avoir vu ce même schéma détruire toutes les organisations qu'il touche. Le dirigeant qui confond la coalition avec un public et découvre, en un seul moment catastrophique, que chaque siège à la table était volontaire. Mais ce que le président français a dit en se levant, 30 et un mot prononcé calmement, adressé non pas au président américain, mais aux 5 dirigeants qui décidaient encore s'ils allaient rester, sera étudié dans toutes les académies diplomatiques et toutes les écoles de leadership pendant le prochain siècle. Il faut une forme de confiance très particulière pour confondre des alliés avec des accessoires, puis paraître surpris quand la scène se vide. Ce que Trump a dit pour justifier l'exclusion de Carney, ce qui se passait en coulisses pendant les 36 heures précédant la sortie, pourquoi la France a bougé la première, ce que les 5 dirigeants ont fait dans le couloir après avoir quitté la salle, et ce que Buffett dit de la table vide pour l'avenir de toutes les institutions dirigées par les États-Unis sur Terre, tout cela mène à la même conclusion. C'était pas une perturbation de sommet. C'était le moment où les démocraties les plus puissantes du monde ont découvert qu'elles pouvaient fonctionner sans le pays qui avait construit la table. Les détails de la façon dont Carney a été barré révèlent quelque chose sur le calcul qui se cachait derrière et sur les raisons pour lesquelles ce calcul était catastrophiquement erroné. Le sommet du G7 en était à sa 2e journée, organisée à Biarritz, avec une séance du matin consacrée à la coordination économique mondiale, aux flux commerciaux, à la résilience des chaînes d'approvisionnement, à la stabilité monétaire, les enjeux mêmes qui se trouvent au cœur de la raison d'être du G7. Carney et sa délégation sont arrivés devant la salle de réunion à 8h45, 15 minutes avant le début prévu. Ils ont été accueillis à la porte par 2 agents de sécurité américains et un membre de l'équipe d'organisation de la Maison-Blanche qui les ont informés que le Premier ministre du Canada ne participerait pas à la séance du matin.
Aucune communication préalable, aucun avis diplomatique, aucun mécanisme procédural invoqué. Rien ne dit mieux la confiance institutionnelle qu'une exclusion improvisée à l'entrée. Les responsables canadiens ont demandé des explications. On leur a répondu que la décision venait directement du président et qu'aucune autre explication ne serait donnée. Carney et sa délégation sont restés debout dans le couloir à l'extérieur d'une salle de réunion où ils avaient pleinement le droit institutionnel d'entrer, regardant à travers des parois de verre les autres dirigeants prendre place à l'intérieur. Ce qui s'est passé ensuite est le détail qui fait passer cette exclusion du simple affront diplomatique à la violation institutionnelle. Lorsque la séance a commencé, Trump s'est adressé à la salle et a dit, en présence des 5 dirigeants restants et de leur délégation, avec le pool de presse en train d'enregistrer, et Carney, visible à travers la paroi de verre, debout dans le couloir, ce qui suit. Le Canada ne participe pas aujourd'hui. Franchement, le Canada n'a pas été un membre productif de ce groupe depuis un certain temps. Tant que la direction canadienne actuelle continuera de miner les intérêts économiques américains, les États-Unis ne voient aucune raison de l'inclure dans ces discussions. C'est notre table. Nous l'avons construite et nous décidons qui s'y assoit. À ce moment-là, le mobilier venait apparemment d'être nationalisé par une phrase. Notre table. Nous l'avons construite. Nous décidons qui s'y assoit. 3 phrases qui revendiquait une propriété américaine unilatérale sur une institution multilatérale fondée sur le principe qu'aucun membre n'a autorité sur un autre. 3 phrases qui réduisaient le GET, partenariat entre souverains égaux, à la propriété personnelle du président américain. 3 phrases qui disaient à chaque dirigeant dans la salle que sa présence n'était pas un droit lié à son statut de membre, mais un privilège accordé à la discrétion des États-Unis. Le langage était celui d'un propriétaire, pas d'un partenaire. Nous l'avons construite, effacé les contributions de 6 autres nations à 51 ans de coopération multilatérale. Nous décidons qui s'y assoit, affirmer un droit de veto qui n'existe nulle part dans le cadre, la charte ou l'histoire institutionnelle du XET. C'est notre table réduisait le plus puissant forum économique de la planète à un meuble appartenant à un seul pays. Le problème, quand on appelle propriété privée, une table partagée, c'est que tous les autres se souviennent soudain qu'ils ont des jambes. Chaque dirigeant dans la salle n'a pas seulement entendu ce que Trump disait du Canada, il a aussi entendu ce que Trump disait d'eux. Que leur siège existait parce que l'Amérique les leur permettait, que leur participation se poursuivait parce que l'Amérique n'avait pas encore décidé de la révoquer, et que le précédent établi avec le Canada pouvait s'appliquer à n'importe lequel d'entre eux, à tout moment, pour n'importe quelle raison, mais l'exclusion n'est pas sortie de nulle part. Elle est venue après 36 heures de confrontation en coulisses qui ont révélé que Trump préparait ce geste et avait tenté sans succès d'obtenir l'appui des autres dirigeants du XEPT avant de l'exécuter unilatéralement. Le premier soir du sommet, pendant le traditionnel dîner des dirigeants, Trump avait évoqué l'idée de restructurer la participation au XEPT, formule diplomatique pour parler de l'exclusion du Canada, dans des conversations privées avec 3 dirigeants. Il a approché le président français pendant le cocktail et a suggéré que la posture commerciale conflictuelle du Canada rendait le XEPT improductif. La réponse du président français, selon 2 responsables qui ont entendu l'échange, a tenu en une seule phrase. Le XEPT n'est pas une récompense pour bonne conduite. Une phrase si simple qu'elle paraissait presque impolie envers tout le théâtre de l'intimidation. Trump s'est ensuite tourné vers le Premier ministre japonais avec le même argumentaire et a reçu une réponse poliment non engageante que des diplomates japonais ont plus tard décrite comme un refus clair, livré de la manière la plus indirecte possible. Il a approché le Premier ministre du Royaume-Uni et s'est fait répondre que tout changement à la composition du XET exigerait le consensus de tous les membres, y compris le Canada. 3 tentatives de construire une coalition en faveur de l'exclusion. 3 refus. Et pourtant, le lendemain matin, Trump a barré Carney unilatéralement après avoir échoué à obtenir un appui par les voies légitimes. Il l'a simplement fait seul et s'attendait à ce que la salle accepte le résultat. Quand la persuasion échoue, la tentation est de confondre la force avec l'accord. Les autres dirigeants ont appris que Trump avait approché chacun d'eux individuellement avec la même demande et que chacun avait refusé de façon indépendante.
Ce détail, partagé entre les délégations dans les heures précédant la séance du matin, a transformé l'exclusion, qui aurait pu sembler un différend bilatéral entre les États-Unis et le Canada, en affirmation unilatérale de l'autorité américaine sur l'institution elle-même. Trump n'avait pas seulement passé outre au Canada, il avait passé outre à chaque dirigeant qui lui avait dit non, il avait demandé la permission, l'avait obtenue refusée, puis l'avait fait quand même. Et chaque dirigeant dans cette salle a compris ce que cela signifiait pour la valeur de sa propre voix, de son propre vote, de sa propre souveraineté au sein de l'institution. Puis le président français a fait quelque chose que personne dans la salle, y compris, semble-t-il, sa propre délégation n'attendait. Il a attendu pendant la déclaration d'ouverture de Trump sur l'exclusion du Canada, pendant la transition vers le premier point à l'ordre du jour, pendant 11 minutes durant lesquelles la séance s'est poursuivie comme si le cadre institutionnel du GET ne venait pas d'être violé. Pendant 11 minutes, il est resté assis en silence, participant au minimum, tandis que son équipe dira plus tard qu'il menait ce qu'un conseiller a appelé l'analyse coup d'avantage la plus rapide et la plus lourde de conséquences de l'histoire diplomatique française. Le calcul ne portait pas sur le Canada. Carney et le président français entretenaient une relation cordiale, mais pas particulièrement étroite. La France n'avait aucune obligation bilatérale de défendre le siège du Canada. Le calcul portait sur la France, sur ce que cela signifiait pour la souveraineté de la France au sein du GZET. Si un président américain pouvait exclure unilatéralement un membre et que la salle l'acceptait, sur ce que cela signifiait pour le principe d'égalité multilatérale. Si la plus grande économie pouvait décider seul qui s'assoit et qui ne s'assoit pas, sur le précédent. Si c'est le Canada aujourd'hui, pourquoi pas la France demain ? Pourquoi pas n'importe quel pays en désaccord avec la politique américaine ? Autrement dit, le problème n'était pas la porte verrouillée, c'était celui qui venait de revendiquer la propriété des clés. Le calcul s'est conclu en 11 minutes. La réponse était que rester à la table après qu'un membre eût été exclu unilatéralement constituait en soi un acte d'acceptation. Acceptation que le jet fonctionnait à la discrétion des États-Unis, acceptation que l'appartenance au groupe était un privilège plutôt qu'un droit, acceptation que le siège de chaque dirigeant pouvait être révoqué par un seul appel téléphonique venu de Washington. Il a reculé sa chaise, le son du bois sur le plancher amplifié par l'acoustique de la salle a traversé le murmure de la séance comme un craquement, il s'est levé, il n'a pas regardé Trump, il a regardé les 4 autres dirigeants encore assis, l'Allemagne, le Japon, l'Italie, le Royaume-Uni, et il a dit « Si l'un de nous peut être retiré de cette table par un autre, alors aucun de nous n'y siège de plein droit. Nous y sommes assis par permission. Et je ne suis pas venu au GET pour m'asseoir avec la permission de quelqu'un. » 30 et un mot, il s'est tourné vers la porte, il ne s'est pas pressé, il n'a pas hésité, il ne s'est pas retourné. Pas de cris, pas de théâtre, seulement l'élégante violence de refuser d'être un meuble. Ce qui s'est passé ensuite a duré 3 minutes et 40 secondes et a constitué l'effondrement institutionnel le plus rapide de l'histoire de la diplomatie multilatérale. La chancelière allemande s'est levée avant même que le président français ait atteint la porte. Elle n'a rien dit. Elle a rassemblé ses documents, les a placés dans un dossier avec une précision qui exprimait non pas la hâte mais la résolution, a reculé sa chaise et a suivi sa délégation. 12 responsables assis le long du mur du fond se sont levés à l'unisson, un mouvement coordonné qui suggérait que, même si le geste de la France avait pu être inattendu, la réponse de l'Allemagne n'était pas improvisée. Le Premier ministre japonais s'est levé 4 secondes plus tard, sa délégation, semble-t-il prise de court, se dépêchant de rassembler ses documents et de le suivre. Il s'est arrêté à la porte, s'est retourné et s'est incliné légèrement vers la salle, un geste de formalité diplomatique japonaise, qui, dans ce contexte, ressemblait moins à une marque de courtoisie qu'à un adieu. Le Premier ministre italien s'est levé avec un léger signe de tête vers la porte, comme s'il confirmait à lui-même une décision déjà prise. Il a posé brièvement la main sur la table en se levant, un geste qu'un journaliste italien décrira plus tard comme celui d'un homme disant adieu à un meuble qui avait compté pour lui. Puis le Premier ministre du Royaume-Uni, le dirigeant du partenaire de la relation spéciale avec l'Amérique, l'allié historiquement plus étroitement aligné sur Washington que tout autre, le pays dont la participation
au XEPT s'est forgé dans le contexte précis du partenariat anglo-américain, s'est levé, a regardé Trump pendant un bref instant, capté par toutes les caméras, et cet instant silencieux contenait toute une réévaluation de 80 ans d'alignement stratégique, puis il est sorti. Même la relation spéciale a découvert que spéciale ne veut pas dire décorative. Le temps écoulé entre le moment où la chaise du président français a reculé et celui où le dernier dirigeant a quitté la salle a été de 3 minutes et 40 secondes. En ce laps de temps, le G7 a perdu 5 de ses 7 membres. La table qui avait accueilli 50 et un an de coopération économique multilatérale, qui avait traversé les crises pétrolières, les effondrements financiers, la fin de la guerre froide, l'ascension de la Chine, une pandémie mondiale, et chaque défi structurel auquel l'ordre économique occidental avait été confronté depuis 1975 était vide. Un homme y était assis, les caméras, qui enregistraient la séance de travail, ont continué à tourner. Elles ont capté Trump assis en silence pendant environ 90 secondes. Il a regardé la porte, il a regardé les chaises vides, il a dit quelque chose à un conseiller que les microphones n'ont pas capté, il a ajusté sa veste, il a regardé la porte de nouveau, puis il s'est levé et est sorti par une autre issue, escorté par le Secret Service, évitant le couloir où, de l'autre côté de la paroi de verre, les 5 dirigeants qui étaient sortis se rassemblaient déjà en groupe avec le 6e dirigeant qu'ils étaient partis défendre. Il y a des sorties de dirigeants, puis il y a des sorties d'hommes qui comprennent soudain que la salle a voté avec ses pieds. Ce qui s'est passé dans ce couloir est, à bien des égards, l'histoire la plus importante. Les 5 dirigeants qui avaient quitté la salle ne sont pas retournés dans leur suite de délégations séparées. Ils n'ont pas publié de déclaration individuelle. Ils se sont spontanément rassemblés dans le couloir à l'extérieur de la salle de réunion, visibles à travers les parois de verre pour toutes les caméras encore positionnées à l'intérieur, et ont été rejoints en quelques minutes par Mark Carney, qui attendait dans la salle de délégation canadienne lorsqu'on l'a informé de ce qui venait de se passer. Les poignées de main étaient visibles, le langage corporel était sans équivoque, 6 dirigeants debout dans un couloir, engagés dans une conversation animée et manifestement chaleureuse, pendant qu'à l'intérieur de la salle qui venait de quitter, une seule table vide témoignait du coup de ce qui les avait poussés dehors. Un journaliste qui avait suivi le pool de presse dans le couloir a demandé à Carney ce qu'il ressentait. Carney a regardé les 5 dirigeants autour de lui, a marqué une pause et a dit « Je ne suis pas l'histoire, ce sont eux, 7 mots ». Puis il a fait un geste vers les 5 dirigeants et s'est mis de côté, se retirant physiquement du centre du groupe, cédant l'image et le récit aux alliés qui avaient sacrifié leur siège pour défendre un principe. Enfin, une scène rare en politique, quelqu'un a compris que se mettre de côté pouvait parler plus fort que se mettre en avant. Cette retenue était en soi une déclaration. Un dirigeant suffisamment sûr de lui pour reconnaître que la chose la plus puissante qu'il pouvait faire à ce moment-là était de rester en arrière pendant que d'autres se tenaient devant. Et c'est ici que l'histoire cesse d'être une perturbation de sommet pour devenir quelque chose qui frappe les fondations structurelles de chaque institution multilatérale dont dépend l'ordre occidental. Chaque institution multilatérale, le G7, l'OTAN, le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce, les Five Eyes, chaque cadre qui organise la coopération entre les nations repose sur un seul principe fondamental, l'égalité souveraine. Aucun membre n'a autorité sur un autre membre. Aucun membre ne peut être exclu par un autre membre agissant seul. Ce principe n'est pas une courtoisie, c'est le mur porteur de toute la structure. Retirez-le et l'institution s'effondre. Car aucune nation rationnelle ne participera à un cadre où son appartenance peut être révoquée à la discrétion d'un seul membre plus puissant. Trump l'a retiré, il a barré le Canada d'une séance du XEPT sur sa propre autorité personnelle, sans consultation, sans consensus, sans aucune base procédurale. Et il a dit à la salle que le G7 était la table de l'Amérique et que l'Amérique décidait qui s'y assoit. Un mur porteur ne se retire pas avec un slogan, il se retire avec une mauvaise compréhension de la gravité. La sortie des 5 dirigeants n'était pas une défense du Canada. C'était une défense de l'égalité souveraine, le principe qui rend leur propre participation à chaque institution internationale rationnelle et durable. La réponse de Warren Buffett
à traverser l'analyse diplomatique avec la précision de quelqu'un qui a passé 70 ans à observer le même schéma détruire des organisations de l'intérieur. En 70 ans dans les affaires, Buffett a dit « J'ai vu une seule erreur détruire plus d'organisations que les mauvaises stratégies, plus de partenariats que les désaccords, plus de coalitions que la concurrence. C'est l'erreur de croire que la coalition existe à cause de vous plutôt qu'avec vous. » À partir du moment où un dirigeant traite une coalition comme sa propriété personnelle, sa réunion, sa table, son droit de décider qui participe, il a dit à chaque membre quelque chose qui ne peut plus être désentendu, que son siège ne lui appartient pas, qu'il appartient aux dirigeants, qui peut lui être retiré, et les gens ne restent pas dans des salles où on peut leur demander de partir à tout moment. Ils trouvent d'autres salles où ils en construisent de nouvelles. L'ironie est presque architecturale. Revendiquer la propriété du bâtiment et tous les autres commencent à chercher les sorties. Buffett l'a appliqué avec une franchise qui ne laissait aucune ambiguïté sur les implications. Ce que Trump a fait au GIEP, c'est ce qu'il avait vu des PDG faire dans des conseils d'administration. Il décide qu'un membre du conseil est gênant. Ils organisent son éviction et s'attendent à ce que les autres membres acceptent cette éviction et continuent comme si rien n'avait changé. En 70 ans, Buffett n'avait jamais vu cela fonctionner. Pas une seule fois, parce que chaque membre restant fait le même calcul au même moment. S'il peut retirer cette personne, il peut me retirer moi aussi. Et la réaction rationnelle est de partir avant d'être le prochain à être retiré. Le président français l'a compris instantanément. Il ne défendait pas le Canada. Il défendait son propre siège. Et c'était aussi le cas de chaque dirigeant qui l'a suivi vers cette porte. C'est le petit miracle de l'intimidation. Elle enseigne à tout le monde dans la salle la même leçon en même temps. Buffett est allé plus loin dans l'irréversibilité de l'effondrement avec un parallèle tiré de sa propre expérience qui rendait concrète cette crise institutionnelle abstraite. Il avait déjà siégé à un conseil où le président avait décidé qu'un administrateur posait trop de questions inconfortables, de bonnes questions, des questions nécessaires sur la rémunération des dirigeants, sur les transactions entre parties liées, sur des sujets que le président ne voulait pas voir examinés. Alors le président avait organisé l'éviction de cet administrateur du conseil, utilisé une technicité procédurale appelée vote spécial et l'avait poussé dehors. Les autres membres du conseil avaient assisté à l'éviction sans rien dire, puis au cours des 6 mois suivants, 4 des 7 administrateurs restants avaient démissionné, non pas en protestation, non pas publiquement mais discrètement, un par un, parce que chacun avait fait le même calcul. Si poser des questions difficiles vous fait exclure, alors mon siège à ce conseil dépend du fait de ne pas poser de questions difficiles. Et un siège au conseil qui dépend du silence n'est pas un siège qui vaut la peine d'être conservé. Le silence peut garder une chaise au chaud, mais il ne peut pas la rendre honorable. Les 4 administrateurs qui ont démissionné ne sont pas partis parce qu'ils aimaient l'administrateur exclu. Certains ne l'aimaient pas. Ils sont partis parce que le président avait démontré que le conseil existait pour le servir et non pour gouverner avec lui. Et à partir du moment où un conseil existe pour servir le président, chaque administrateur compétent part. Ce qui reste n'est pas un conseil, c'est une chambre d'écho. Et les chambres d'écho prennent des décisions catastrophiques parce que personne dans la salle n'est prêt à dire ce qui doit être dit. Buffett a prolongé le parallèle avec le geste avec une précision dévastatrice. La chose la plus importante à comprendre à propos de ce qui s'est passé au GIEP, c'est que cela ne peut pas être défait par un changement de comportement. On ne peut pas débarrer un membre. On ne peut pas retirer la revendication de propriété d'une table multilatérale. On ne peut pas effacer les mots, c'est notre table, nous décidons qui s'y assoit. Ces mots existent maintenant. Chaque dirigeant sur Terre les a entendus et chaque dirigeant fait le même calcul. Si les États-Unis revendiquent le droit de décider qui s'assoit au GSEPT, ils revendiquent le droit de décider qui s'assoit à l'OTAN, qui participe au partage de renseignements des Five Eyes, qui accède au système financier fondé sur le dollar, qui opère au sein de n'importe quelle institution américaine. Le précédent ne s'applique pas seulement au Canada, il s'applique à tout le monde. Un précédent frappe rarement 2 fois. La première suffit pour que tout le monde entende la charnière grincer.
Et la réaction rationnelle, celle que Buffett aurait eue s'il avait siégé à un conseil dont le président venait d'expulser un membre unilatéralement, consiste à commencer à bâtir une institution de remplacement où son siège est garanti par la structure plutôt qu'accordé par permission. Sa conclusion tenait en une phrase qui résumait toute la thèse avec une simplicité dévastatrice. Vous pouvez dominer une salle ou vous pouvez la remplir. Vous ne pouvez pas faire les deux. Et à compter d'aujourd'hui, la salle est vide. Une puissance qui a besoin d'une salle vide pour paraître grande a déjà perdu le plafond. Puis, le jeu Z s'est fracturé d'une manière qui dépassait le sommet lui-même et touchait l'architecture institutionnelle de la coopération occidentale. Les séances restantes du sommet ont été annulées. Le communiqué conjoint, le document de consensus que chaque sommet du XEPT a produit depuis la fondation de l'institution, a été abandonné pour la première fois en 51 ans. Le personnel du pays hôte a tenté de convoquer un dîner de travail informel. 5 des 7 délégations ont refusé d'y assister. Le rassemblement de 6 dirigeants dans le couloir a produit sa propre déclaration informelle. Pas un communiqué, pas un document officiel, mais un paragraphe convenu conjointement rendu public en quelques heures. Les dirigeants sous-signés affirment le principe de l'égalité souveraine comme fondement de la coopération multilatérale et rejettent toute affirmation unilatérale d'autorité sur la composition ou les procédures du XEPT. La déclaration a été signée par la France, l'Allemagne, le Japon, l'Italie, le Royaume-Uni et le Canada. On n'a pas demandé aux États-Unis de la signer. La déclaration ne s'adressait pas aux États-Unis, elle décrivait simplement un principe et l'affirmait. Et l'absence de la 7e signature racontait l'histoire. Parfois, la signature la plus puissante sur un document est celle qui n'y figure pas. En 72 heures, la conversation sur la réforme du XEPT est passée du théorique à l'opérationnel. Le président français a organisé un appel avec les 5 dirigeants qui avaient quitté la salle, plus Carnet, pour discuter de ce que des responsables dans 3 capitales ont décrit comme l'avenir du format. Les options discutées incluaient la poursuite du GIET avec une présidence tournante empêchant un seul pays de contrôler l'ordre du jour, l'élargissement du groupe à des pays comme l'Australie, la Corée du Sud et l'Inde, afin de diluer la domination américaine, ou l'option qui a envoyé une onde de choc à Washington, continuer sous forme de G6 sans les États-Unis, au moins jusqu'à ce que le leadership américain démontre un engagement envers l'égalité multilatérale. Quand l'hôte devient le risque, la liste des invités commence à ressembler à un plan de sécurité. L'option du G6 était, selon tous les témoignages, soutenue par au moins 3 des 6 dirigeants et sérieusement envisagée par les 3 autres. 50 et un an de centralité américaine dans le forum économique le plus exclusif du monde. Et 3/4 de ses membres se demandaient désormais si l'institution fonctionnerait mieux sans son membre fondateur. La conversation a dépassé le XEPT lui-même pour toucher l'architecture plus large de la coopération occidentale. Les dirigeants européens ont soulevé la question de savoir si l'unilatéralisme américain au XEPT reflétait un schéma s'étendant à l'OTAN, à l'Organisation mondiale du commerce, au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, à chaque institution où le leadership américain avait historiquement été présumé plutôt que mérité. Le Premier ministre japonais aurait déclaré pendant l'appel que l'ordre international fondé sur des règles ne peut pas dépendre de la volonté d'un seul pays de respecter les règles. Une phrase que des observateurs diplomatiques ont qualifiée de déclaration publique la plus forte jamais faite par un dirigeant japonais sur la conduite américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre du Royaume-Uni, dont la posture stratégique du pays est ancrée depuis 80 ans dans la relation spéciale anglo-américaine, a dit quelque chose que des analystes britanniques de politique étrangère ont décrit comme sismique. La relation spéciale est précieuse, mais elle ne l'est pas davantage que le principe selon lequel les institutions multilatérales appartiennent collectivement à leurs membres et non individuellement à leur membre le plus puissant. Une relation spéciale peut survivre à bien des tempêtes, mais pas à l'idée que le partenariat n'est qu'une permission habillée d'un plus beau costume. Le rassemblement dans le couloir, 6 dirigeants debout dans un corridor visible à travers des parois de verre, évoluait en temps réel, passant d'un acte spontané de solidarité à la conversation fondatrice d'une nouvelle architecture multilatérale.
les marchés ont réagi avec la froide clarté que produit toujours l'instabilité institutionnelle. Le dollar s'est affaibli face à un panier de devises du XET, les négociateurs réévaluant la probabilité que les cadres économiques dirigés par les États-Unis demeurent stables. Les rendements obligataires ont évolué de manière à suggérer que les investisseurs institutionnels modélisaient un avenir où la coordination économique multilatérale ne serait plus centrée sur Washington. 3 grandes banques d'investissement ont publié des notes en moins de 48 heures avertissant leurs clients que le risque institutionnel lié au XEPT était désormais un facteur dans la construction de portefeuilles à long terme. Un stratège de Deutsche Bank a écrit la phrase qui a été citée dans toutes les publications financières à la fin de la semaine. Le GET était la dernière institution multilatérale où le leadership américain était incontesté. Ce n'est plus le cas. Et la réévaluation de la centralité institutionnelle américaine ne fait que commencer. Les marchés, contrairement aux salles de presse, n'applaudissent pas les slogans, ils évaluent les conséquences. La réaction intérieure américaine s'est divisée selon une ligne de fracture entre ceux qui comprenaient ceux qui avaient été perdus et ceux qui ne le comprenaient pas. Trump a publié sur les réseaux sociaux que la sortie des dirigeants prouvait que ces pays ne respectent pas la force et que le jet a plus besoin de l'Amérique que l'Amérique n'a besoin du jet. Sa base s'est ralliée à ce cadrage, au récit d'une domination américaine réaffirmée, d'alliés faibles incapables de supporter un leadership fort, d'un président prêt à rester seul parce que rester seul, c'est cela, selon eux, la force. Il est toujours pratique d'appeler l'isolement du courage quand personne ne reste assez longtemps pour vous contredire. Mais l'establishment de politique étrangère, républicain comme démocrate, militaire comme civil, institutionnel comme universitaire, a réagi avec quelque chose de plus proche du deuil que de la colère. Un ancien secrétaire d'État a dit « Le XEPT a été construit par la diplomatie américaine. Il a été maintenu par le leadership américain et il vient d'être détruit par l'arrogance américaine. » C'est une perte qui prendra une génération à réparer, si elle peut seulement être réparée. Un général 4 étoiles à la retraite, s'exprimant sur un plateau de Nouvelle-Câblée, a dit « J'ai passé 40 ans à travailler au sein du cadre d'alliance dont le XEPT constitue le sommet. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est l'effondrement visible de l'autorité américaine de rassemblement, la capacité d'amener des alliés à une table et de les y garder. Une fois cette autorité perdue, elle ne revient pas parce qu'elle dépend de la confiance. Et la confiance, une fois brisée à ce niveau, ne guérit pas. Des sénateurs républicains siégeant à la Commission des Relations étrangères ont exigé un brefage d'urgence dans les 48 heures. 3 d'entre eux ont publié une déclaration conjointe remarquable, non pas pour ce qu'elle disait, mais pour ce qu'elle refusait de dire. Elle appelait à une réévaluation de l'approche envers l'engagement multilatéral sans mentionner une seule fois le nom du président. Un silence diplomatique qui, dans la grammaire de Washington, est plus bruyant que n'importe quelle accusation. En politique, l'omission peut être un poignard enveloppé dans le protocole. La Business Roundtable a publié une déclaration avertissant que l'architecture institutionnelle de la coopération économique mondiale est un actif stratégique qui a pris des décennies à construire et ne peut pas être reconstruit, fois démantelé. Des chefs de direction américains de multinationales, dont les entreprises dépendent des cadres multilatéraux stables que le GET ancre, ont communiqué en privé avec la Maison-Blanche par des intermédiaires pour lui dire que la sortie des dirigeants avait matériellement endommagé la prévisibilité de l'environnement d'affaires international. Un PDG du Fortune 500, s'exprimant anonymement au Financial Times, a dit « Mon entreprise opère dans chaque pays du XEPT. J'ai besoin que ces gouvernements se coordonnent sur la réglementation, les normes commerciales, la politique financière. » Le président vient de faire exploser le forum où cette coordination a lieu. Il ne m'a pas demandé mon avis, il l'a demandé à aucun de nous. Et c'est nous qui allons payer. Pas en capital politique, mais en capital réel pendant des décennies. La facture du pouvoir théâtral arrive généralement en argent bien réel. La vie virale de la photo de la table vide a dépassé largement le cycle de l'actualité. Des caricaturistes éditoriaux sur 4 continents en ont publié des variations en moins de 24 heures. Chaque caricature étant lisible sans légende, parce que l'image n'avait besoin d'aucune explication. La photo a été projetée sur des bâtiments dans 3 capitales européennes par des groupes militants. Elle est apparue en couverture de The Economist avec un titre d'un seul mot, seul. Elle a
était partagé par des chefs d'État qui n'étaient pas membres du GZET, le Premier ministre de l'Inde, le président du Brésil, le président de l'Afrique du Sud. Chacun l'a partagé sans commentaire, l'image elle-même servant de commentaire. Des animateurs de fin de soirée ont ouvert leurs émissions avec la photo. Des comptes de réseaux sociaux consacrés à l'histoire diplomatique l'ont décrite comme l'image la plus significative de la diplomatie multilatérale depuis la photo fondatrice de l'Organisation des Nations Unies. L'image ne montrait pas un échec politique, elle montrait quelque chose de plus fondamental. Un dirigeant qui avait choisi la domination plutôt que le partenariat et la salle vide que cette domination avait produite. Aucune légende n'était nécessaire parce que les chaises vides avaient déjà fait le reportage. Voilà donc où nous en sommes. Le président des États-Unis a unilatéralement barré le Premier ministre du Canada d'une séance de travail du GZET, a dit aux autres dirigeants que le GZET était la table de l'Amérique et a regardé 5 de ces dirigeants, la France, l'Allemagne, le Japon, l'Italie et le Royaume-Uni, se lever de leur chaise et quitter la salle en 3 minutes et 40 secondes. Le sommet s'est effondré, le communiqué a été abandonné pour la première fois en 51 ans, les 6 dirigeants qui sont partis ont publié une déclaration conjointe affirmant l'égalité souveraine. Des discussions formelles sur la possibilité de continuer sous forme de G6 sans les États-Unis sont en cours. Le président français s'est levé dans une salle remplie des dirigeants les plus puissants du monde et a prononcé 31 mots qui se retrouvent maintenant à la une de tous les grands journaux de la planète. Si l'un de nous peut être retiré de cette table par un autre, alors aucun de nous n'y siège de plein droit, nous y sommes assis par permission, et je ne suis pas venu au GZET pour m'asseoir avec la permission de quelqu'un. Et Warren Buffett a expliqué pourquoi le schéma est toujours le même et pourquoi le résultat est toujours identique. Vous pouvez dominer une salle ou vous pouvez la remplir. Vous ne pouvez pas faire les deux. Et à compter d'aujourd'hui, la salle est vide. Le GZET peut-il survivre quand 5 de ses 7 membres discutent activement de la possibilité de poursuivre l'institution sans son membre fondateur? L'autorité américaine de rassemblement, la capacité d'amener des alliés à une table et de les y garder, cette capacité qui est le fondement du leadership mondial américain depuis 1945, peut-elle être reconstruite après que le monde a vu 5 dirigeants quitter une séance présidée par les États-Unis en moins de 4 minutes? Une institution multilatérale peut-elle fonctionner lorsque son membre le plus puissant revendique le droit d'exclure unilatéralement les autres? Et la question que le président français a posée en 31 mots et à laquelle 5 dirigeants ont répondu avec leurs pieds. Si votre siège à la table existe par la permission de quelqu'un d'autre, êtes-vous un partenaire ou un invité à qui l'on n'a pas encore demandé de partir? Un invité attend d'être réinvité, un partenaire commence à construire une autre salle. Trump a tenté de retirer un dirigeant de la table. À la place, il l'a vidé. Il a tenté de montrer que la puissance américaine pouvait déterminer qui s'assoit au GZET. À la place, il a montré que le comportement américain pouvait le détruire. Il a tenté de punir Carney pour sa défiance. À la place, il a donné à 5 dirigeants mondiaux une raison de rejoindre cette défiance et ils l'ont fait en 3 minutes et 40 secondes. Il a tenté de démontrer que le GZET appartenait aux États-Unis. À la place, il a démontré que le GZET pouvait exister sans eux. Et le président français a donné à cette démonstration 30 et un mot que chaque dirigeant a entendu, que chaque diplomate a compris, que chaque institution multilatérale doit maintenant affronter et que la photographie d'une table vide illustrera aussi longtemps qu'elle existera. La leçon devait être l'obéissance. Le résultat ressemblait étrangement à une émancipation. Si l'un de nous peut être retiré de cette table par un autre, alors aucun de nous n'y siège de plein droit. Nous y sommes assis par permission. Et je ne suis pas venu au GZET pour m'asseoir avec la permission de quelqu'un.